Bonjour à tous. Alors, laissez-moi juste partager l'écran. Voilà. Hop, hop, et je lance la présentation. Voilà. Dites-moi si c'est bon. Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, bonjour, je suis vraiment ravi de pouvoir participer ce soir à ces soirées des tests logiciels. Donc, je m'appelle Sébastien Plaisant. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec Frédéric à Amadeus, donc dans le domaine de l'aérien, comme ingénieur qualité. J'ai travaillé pendant aussi de nombreuses années dans le domaine des télécoms, auparavant comme développeur, entre autres. Je suis chez Amadeus, je suis spécialisé dans l'automatisation des tests, en particulier des tests de non-régression, des tests de bout en bout, end-to-end, du traitement automatique des résultats des campagnes de tests, et puis également de tout ce qui est intégration dans la chaîne de continuous intégration, continuous delivery, tout ce qui est build et delivery des logiciels en production. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui m'est cher depuis que je travaille chez Amadeus et que j'ai appris à découvrir et à beaucoup aimer. Donc c'est Robot Framework. Et cet outil, je le trouve particulièrement adapté pour le fonctionnement en mode agile et puis toutes les tâches de validation, de tests qu'on peut trouver quand on travaille dans des équipes agiles. Alors je vais essayer de vous poser un petit peu les quelques problématiques qu'on peut avoir quand on travaille en mode agile et vous expliquer comment Robot Framework peut arriver à comment il fonctionne déjà et comment ça peut résoudre certaines de ces problématiques. Et puis enfin, je ferai un petit bilan de ce que nous faisons, ce que nous faisons à Amadeus, ce que nous avons mis en place dans certaines équipes à Amadeus. C'est un outil qui commence à être utilisé dans pas mal d'équipes. On est loin de l'adoption totale dans toute la société, loin de là, mais il est déjà bien utilisé. Et puis, quels avantages nous avons réussi à en tirer dans les projets agiles qui ont utilisé cet outil. Alors, je commence par vraiment un très bref rappel de ce qu'il peut y avoir dans un projet agile. Je ne vous fais pas un cours sur l'agilité, il y a des experts bien plus qualifiés que moi là-dessus. Je veux juste souligner quelques petits points qui sont intéressants, quelques petites problématiques qu'on peut avoir quand on travaille en agilité. Alors, selon ISTQB, dans la version agile, j'invente rien, il préconise des équipes de petite taille, de maximum 11 personnes, si je me souviens bien. Des équipes assez mixtes avec des représentants des clients qui ont un petit peu la connaissance des besoins de clients et puis des intervenants métiers qui, eux, sont plus les développeurs, les ingénieurs qualité, éventuellement s'il y a des architectes. Alors, je vous donne les termes en français. Je connais les équivalents en anglais, mais je vais essayer d'être le plus en français possible. Et au niveau des tâches, donc des projets agiles, on essaie d'avoir des tâches assez courtes qui sont échangeables dans le sens où l'idéal, ça serait que chaque membre de l'équipe agile dans un Scrum soit capable de prendre n'importe quelle tâche de la backlog et pour l'implémenter. Bon, c'est bien évidemment pas toujours le cas, mais on essaie de tendre vers ça. Et puis, chaque tâche, elle doit avoir un critère d'acceptation défini à l'avance pour qu'on puisse dire à la fin de l'itération du Scrum, ça c'est qu'elle est complétée et que tout le monde l'accepte. Voilà. Alors, un des problèmes qu'on a maintenant de plus en plus, c'est que nos environnements techniques sont de plus en plus complexes. On travaille maintenant de plus en plus avec plein de technologies différentes. Si on prend l'exemple qui est assez parlant des bases de données, tous les jours, il y en a une nouvelle qui sort. Des SQL, des NoSQL. Si on prend l'exemple des interfaces graphiques aussi, il y a plein de nouvelles technologies qui sortent. Donc, il faut suivre quand on fait de la validation, c'est compliqué. On a plein d'interfaces différentes, des standards qui sont utilisés globalement par l'industrie. Là, j'en ai cité vraiment quelques exemples, SOAP-XML, les API REST. Et puis, on a aussi des interfaces propriétaires. On travaille dans des projets, dans des sociétés qui ont un historique avec des projets qui sont développés depuis longtemps et qui traînent des interfaces peut-être propriétaires qui ne sont pas standards et donc qui vont nécessiter des compétences particulières.
Je ne parle pas de l'environnement hardware aussi, qui est en pleine révolution depuis quelques années avec l'apparition du cloud. Donc, on est passé d'environnements très spécifiques, des hardware spécifiques, des OS spécifiques, à des OS plus ouverts. Avec il y a quelques années maintenant, ça fait tout ce qui est la révolution qui a apporté Linux, et maintenant la révolution qui arrive avec le cloud. Tout ça, ça implique une multitude d'outils de tests différents qui vont chacun être spécifiques à certaines technologies ou chacun interface. Alors, on arrive d'une problématique, c'est dans un projet agile, comment on va pouvoir arriver à mettre en place un framework de test, un environnement de test qui va pouvoir s'occuper de toutes ces problématiques à la fois. On va chercher à avoir un environnement de test et quand on va écrire des suites de tests, il faut qu'elles soient, si on veut rester agile sur des petites tâches, il faut que les suites de tests les tests soient faciles à rédiger. Si on veut que tous les membres de l'équipe puissent s'en occuper, il faut que les tâches elles soient compréhensibles par toute l'équipe. L'écriture des tests, une fois qu'ils sont écrits, il faut qu'ils soient compréhensibles par toute l'équipe. Il faut que l'environnement de test il soit facile à enrichir et à maintenir, et en particulier les tests eux-mêmes. Alors, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on a comme on travaille sur des environnements qui sont parfois assez compliqués, les environnements tests sont aussi très compliqués, et on a souvent un expert technique qui est spécialiste de l'environnement test, qui travaille pratiquement à plein temps sur l'environnement test, sur le développement éventuellement des tests quand il en a le temps. Et soit dans une équipe Scrum, il ne fait que ça, soit si c'est d'autres gens qui essaient de faire des tâches qui sont autour de l'environnement test, les gens vont venir le perturber constamment. Donc on a une espèce de goulot d'étranglement, et ça va un peu contre le principe de l'agilité où tout le monde est censé participer. Et là, il y a une personne qui ne fait que ça, et c'est des activités extrêmement chronophages, et on perd le but le but qui est de tester et de valider le produit. On veut un outil aussi qui, maintenant, là aussi, ça vient un petit peu, c'est très à la mode avec ISTQB, Agile et toutes les méthodes Agile, on veut pouvoir faire du test-driven development. C'est-à-dire, on écrit les tests qui sont tous KO au départ, et puis quand on va implémenter, quand on va coder, à la fin de l'implémentation, tous les tests doivent être OK, doivent être passed. Ça, c'est aussi une chose qui est très valorisante dans l'environnement agile. Et puis, on veut des rapports de tests qui nous permettent une investigation facile. Si vous avez des logs qui sont si votre environnement de test génère des fichiers de log extrêmement verbeux, très compliqués, ça peut rendre pourquoi un test est KO. Est-ce que c'est un bug du test? Est-ce que c'est un problème qu'on a spoté dans le produit et qui va nécessiter un correctif? Donc ça, il faut que ce soit facile et rapide. Il faut que aussi on soit capable d'avoir une vue d'ensemble d'une campagne de test et que ça soit exploitable. Donc que la génération des résultats des tests soit standard, qu'on puisse traiter et avoir des mesures de nos campagnes de test. Et puis, si possible, il faut que ce soit intégrable dans notre chaîne de continuous intégration et continuous delivery facilement. Voilà. Alors, un petit mot sur Amadeus. Nous, chez Amadeus, on est arrivé, depuis longtemps, on traite d'un héritage technologique assez important, avec des technologies très propriétaires, des interfaces qui sont très spécifiques à l'aérien, donc des protocoles qui ne sont absolument pas connus en dehors du monde de l'aérien. Donc, très difficile à trouver des outils ou des open source qui nous permettent de travailler avec. Donc, on a développé nos propres outils qui sont très lourds à maintenir. Il ne faut pas le cacher, il y a des équipes dédiées qui ne font que ça. Mais on envisage, depuis quelques temps, on travaille de plus en plus avec des open source et donc les outils qui vont avec. On fait aussi, comme beaucoup, une migration vers le cloud. Donc on a tout ça à en tenir compte. Et puis, pour travailler, pour valider, on a plusieurs plateformes de tests, des plateformes qui sont le plus possible proches de ce qu'on va délivrer au client final.
et qui permettent aux équipes de développement de faire leurs premières intégrations et leurs premières validations, jusqu'à des plateformes de pré-production qui sont vraiment très proches du client et éventuellement qu'on prête à nos clients pour qu'eux-mêmes fassent des tests avant de partir en production. Nous travaillons aussi depuis quelques années beaucoup en mode agile, hein, c'est pas nouveau, mais depuis quelques mois maintenant, nous avons entamé aussi une migration vers la méthodologie SAFe avec de nombreux trains qui ont démarré depuis quelques mois maintenant et qui fonctionnent très bien. Voilà, c'est un petit mot pour notre environnement. Nos outils de test, beaucoup d'autres tests sont développés en interne, ils sont très spécifiques, peu ouverts, avec un langage de script dédié, propriétaire, maintenu par des équipes dédiées, donc assez lourd et coûteux. Par contre, ils sont parfaitement intégrés à notre écosystème. Donc voilà, il y a toute cette problématique. Avec les nouveaux développements, on passe maintenant beaucoup avec des outils aussi open source, hein, quand on peut, quand c'est des interfaces standards. Ça nous permet de travailler plus, dans certains cas, plus efficacement et à moindre coût pour nos validations. Voilà, là je vous ai beaucoup parlé de théorie et de tout ça. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet de cette présentation. Alors pourquoi maintenant, moi, je vous parle de Robot Framework? Pourquoi il est particulièrement adapté à l'environnement agile et au développement et au projet en agile? Bon, la première chose, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est un open source. C'est un open source qui a une communauté très très active. Si vous allez voir le site robotframework.org, vous allez voir que c'est un site qui est, moi je le trouve très bien fait, très bien documenté, qui ne cesse d'évoluer. À chaque fois que j'y retourne, j'y vais pas tous les jours, mais de temps en temps, je vais regarder un petit peu. Je suis surpris parce qu'il y a des nouveaux événements qui se passent. Enfin, il est vraiment très actif. Vous verrez qu'il y a des langages, il y a des librairies qui sont utilisées, qui sont très fournies par la communauté open source. Donc c'est vraiment, déjà, on a, en dehors de notre petite société, on a un monde derrière qui s'occupe du framework, de l'environnement de test. Donc ça, c'est super. Sa grande force, c'est qu'il est basé sur un langage de keywords, de mots-clés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on écrit un test, on l'écrit en langage lisible, en langage compréhensible par des humains, par n'importe qui. Pratiquement dans la rue, on montrerait le code du test qu'on va développer, il serait capable de le comprendre. Donc, comme je dis, c'est une écriture facile. Elle est facile, elle est lisible et compréhensible par tous les gens, tous les intervenants dans nos projets. Donc, dans notre équipe Scrum, n'importe qui peut être capable de participer à l'écriture ou à la maintenance d'un test. Donc, pas forcément, c'est des choses, c'est des écritures qui ne sont pas forcément faites pour des développeurs. Hein. Si vous avez dans vos équipes des ingénieurs qualité qui sont pas spécialement, qui n'ont pas forcément un background de développeur, il n'y a aucun souci avec. Voilà. Sa grande force aussi, c'est les rapports et les logs qu'il génère pour vous. Vous n'avez rien à mettre en place, vous n'avez rien à rajouter, à développer. Il génère des rapports automatiquement en HTML et puis en XML aussi pour l'exploitation des résultats des tests, automatiquement. Au niveau des logs, c'est très lisible, je vous montrerai après des exemples. Et donc, c'est très facile de voir où il y a un problème dans un test, s'il y a un problème dans un test, pourquoi il est fait, pourquoi ça ne va pas. Il intègre aussi de nombreux outils associés. Alors, si on a un petit peu de temps, à la fin, on verra le temps que je passe sur la présentation, mais je vous en listerai quelques-uns. Mais il y a de nombreux outils qui sont associés et qui permettent, qui ajoutent à sa valeur ajoutée. Et donc, surtout, le point que je voudrais vraiment souligner, c'est pour ça que je l'ai mis en gras dans la présentation, il permet, quand on travaille avec cet outil, de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée. Quand on veut faire une validation, le but, c'est d'écrire des tests qui vont éventuellement trouver des problèmes sur notre produit. Ce n'est pas de travailler sur un framework de test. La maintenance d'un framework de test, c'est du temps et de l'argent perdu. C'est pas que ça sert à rien, mais ce n'est pas le but. Donc, si on essaie de concentrer sur ce qu'on doit faire, c'est l'écriture des tests. Et ça, Robot Framework vous le permet. Alors, ici, je vous ai mis un petit schéma que j'ai extrait de la documentation officielle de Robot Framework. Hein,
j'ai rien inventé là-dessus. Pour vous montrer juste l'architecture, ce que je veux vous montrer dans ce petit schéma, c'est que, bon, c'est en anglais, désolé, mais on a le corps de Robot Framework qui est au milieu, qui est au centre, et Robot Framework s'appuie sur des librairies qui vont permettre d'accéder aux modules technologiques, c'est des connecteurs technologiques. On a besoin de faire de la base de données, on aura une librairie spécifique pour la base de données. On a besoin de faire du test de UI, on a une librairie spécifique test de UI. On a besoin d'une librairie pour faire de l'API REST, on aura une librairie qui traite les requêtes REST API. Et ça permet d'accéder au système qu'on doit tester, avec toutes les interfaces possibles qu'on connaît. Donc, on a un seul framework de test qui est capable d'adresser une multitude de technologies. Contrairement à si on travaille avec, pour chaque interface, si on fait du SoapXML, on utilise SoapShooter. Si on fait du REST API, on utilise Postman, par exemple. C'est très bien, mais on a 3 outils différents. Et quand on veut écrire un test éventuellement qui target plusieurs systèmes avec différentes interfaces, on a des outils différents. Là, on n'en a qu'un seul, grâce à son mécanisme de librairie. Au-dessus, on peut alimenter en données de test, donc on verra qu'il permet de faire du data-driven testing facilement. Alors, une de ses grandes forces à cet outil, c'est qu'il a été écrit sur du Python. C'est une surcouche de Python. Donc, eh bien, je vous apprends rien en disant que ça nous libère des contraintes de plateforme. Est-ce qu'on travaille sur un serveur type Windows, si on a un serveur type Linux, quel que soit, on n'a aucun souci là-dessus. C'est du Python, ça marche, c'est compatible. Il suffit d'installer Python avant et après, on installe Robot Framework. Comme c'est du Python, enfin, c'est pas, il y a d'autres technologies qui le permettent, mais l'intégration dans Docker se fait très facilement. On n'a aucun souci là-dessus. Donc, on peut intégrer toute notre suite de tests, l'outil avec Robot Framework dans un Docker. Et puis, quand on veut exécuter nos tests dans un environnement, Docker Run, et bim, on génère notre suite de tests est exécutée très facilement. Du coup, intégration facile dans des Jenkins pipelines, si on utilise Jenkins pour déclencher des tests, etc. Du coup, intégration facile dans la chaîne de continuous intégration, continuous delivery. Un développeur fait une remontée de code, ça déclenche automatiquement un Jenkins pipeline qui va déclencher automatiquement un Docker run de notre suite de tests Robot Framework et qui va donner les résultats rapidement pour valider ou non la remontée de code. Et même chose, si on doit faire une delivery en production, on peut lancer une régression immédiatement avec tout ça embarqué dans Docker. Donc tout ça, c'est très pratique. Comme c'est du Python, l'interface avec des librairies Python externes est très facile aussi. Pourquoi on aurait besoin de rajouter des librairies Python, puisqu'on a déjà une liste de connecteurs, et ben, si on a pour notre propre technologie propriétaire, on n'a pas de librairie disponible sur le marché ou dans la communauté open source, on va utiliser nos propres librairies Python qui vont permettre de travailler, de s'interfacer avec nos interfaces propriétaires. Si on a besoin de faire un traitement mathématique très complexe, je ne sais pas si c'est un use case qui pourra arriver un jour, mais imaginez que vous avez besoin de faire un test où vous allez faire des traitements mathématiques très complexes, ça va être compliqué d'écrire directement en langage robot, je vous le concède. Donc là, on fait un petit librairie Python qui va faire le traitement mathématique et qui va retourner le résultat dans robot. C'est très facile. Alors, maintenant, on arrive sur l'écriture des tests. L'écriture des tests, comme je vous l'ai dit, c'est un langage basé sur des keywords, des mots-clés. Donc, lisible, compréhensible. On va écrire des mots-clés pour écrire les différentes étapes de nos tests. Donc, qui dit écriture lisible, compréhensible par un humain, quand on travaille en projet agile, si on a un chef de produit ou un architecte qui veut nous décrire, qui nous écrit une user story, qui nous dit, tiens, dans cette user story, la validation, je veux que ce soit que le test il fasse ça, ça et ça. S'il a écrit ça correctement dans un texte lisible et correct, on peut faire du copier-coller et on a déjà le corps de notre test qui est écrit. Après, il faudra l'implémenter, mais c'est facile. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, on peut facilement faire du test-driven development avec, aucun problème. On peut faire du data-driven development pour data-driven testing. Dans ce cas-là, Robot Framework permet d'écrire le corps d'un
un template de test. Donc, on écrit son test qui va faire 10, 20 lignes, je ne sais pas. Et puis, on l'alimente par des datas de test, par des paramètres. Et donc, on peut exécuter 20 fois le même test, mais avec des données différentes et ça va nous donner 20 tests différents. Mais au niveau du travail, on n'aura écrit qu'une fois le test pour un set de 20 données, par exemple. Voilà. Autre chose maintenant, comme il commence à être bien reconnu dans le monde de l'industrie, tous les principaux IDE, donc les interfaces, les aides au développement, les éditeurs de développement, intègrent la syntaxe robot au mieux, au pire, et puis même des fois, ils s'interfacent avec du Python, on peut faire même du debugging facilement. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que je vais vous parler un petit peu de la syntaxe maintenant de Robot Framework pour rentrer un petit peu plus dans le détail et être un petit peu moins haut niveau. Voilà, la syntaxe, c'est ça. Vous avez un exemple ici. Ici, on a écrit une suite de tests qui commence par test case avec plusieurs tests qui vont être écrits. Dans l'exemple là, vous n'avez qu'un seul test. Il y en aurait peut-être d'autres qui suivent par la suite. Là, je vous en montre qu'un seul. Le test s'appelle valid login. Et puis, vous avez la description du test. Si vous lisez ce test, je pense que si vous savez lire de l'anglais, vous comprenez ce que fait le test. Je peux vous laisser quelques secondes pour lire, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez les mots-clés. On a écrit en langage compréhensible. Open, browser, to, login page. Tout ça, c'est un mot-clé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, je vois qu'il y a des espaces entre chaque mot de ce mot-clé. Effectivement, c'est là le piège de la syntaxe de Robot Framework, c'est que un espace, en fait, n'est pas un espace, c'est un underscore, si vous laissez. Pour écrire un mot-clé, il autorise un espace entre chaque mot du mot-clé. Du coup, quand on arrive à la deuxième ligne du test, quand on voit input username avec le paramètre, le username qui s'appelle monsieur démo, on met démo, et ben, si on met qu'un seul espace, ça ne va pas marcher parce qu'il aura compris, lui, qu'il y a un mot-clé qui s'appelle input username démo. Donc, il faut mettre deux espaces entre les mots-clés et les paramètres. C'est ça le piège de la syntaxe robot. C'est pour ça que peut-être des gens, si vous avez croisé des gens qui ont travaillé avec Robot Framework de façon rapide ou superficielle, ils vont vous dire « Oh là, la syntaxe Robot Framework, c'est un cauchemar ». C'est pas vrai. Il faut juste intégrer ce qui est effectivement pas naturel au début, qu'il faut deux espaces entre les mots-clés et les paramètres. Sachant que maintenant, comme je vous ai dit, tous les IDE, les interfaces d'aide au développement, intègrent cette syntaxe, donc la colorisation des mots-clés se fait automatiquement et vous voyez tout de suite quand vous avez oublié un espace. Voilà, ça c'était pour la syntaxe. Je continue un petit peu sur la syntaxe. On peut écrire, donc il y a les mots-clés, on peut écrire des mots-clés de mots-clés. Donc encapsuler les mots-clés. Voilà, c'est comme ça qu'on va construire nos tests et c'est comme ça qu'on va garantir la lisibilité du test. Parce que si vous voyez, je reviens en arrière sur ce test-là, vous voyez très bien que il y a quand même des choses qu'il faut implémenter. Open Browser to Login Page, ça veut dire quoi? Eh ben, on décrit un mot-clé qui s'appelle Open Browser to Login Page. Et puis, vous voyez les différentes étapes du Open Browser Login Page. On ouvre un browser avec une URL et puis le type de browser, Chrome, Firefox, etc. Voilà, et vous avez toutes les étapes, etc., etc. Et on encapsule comme ça les mots-clés, ce qui fait que nos tests restent toujours très lisibles. Autre grande fonctionnalité de Robot, c'est qu'il supporte le langage Gherkin. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le langage Gherkin, c'est une façon de décrire des tests ou les acceptations de ce que doit faire une user story, par exemple en mode agile. Donc, on peut très bien dire, on écrit avec des mots-clés qui sont given, when, then. Il y en a un autre qui m'échappe là instantanément, donc c'est pas grave. Voilà. Et du coup, on écrit le test ou ce que doit faire la user story. Given browser is open to login page. When user demo logs in with password, then welcome page should be open. Donc, on retrouve, et là, on va implémenter les 3 ou 4 mots-clés qui sont ici. Browser is open to login page, c'est un mot-clé qu'on va implémenter après. Du coup, avantage en mode agile, quelqu'un un architecte ou un product definition analyst qui va écrire sa user story, s'il vous l'écrit en langage Gherkin, eh ben, copier, coller, vous avez déjà le corps de votre test, automatiquement. Après, il faut implémenter les mots-clés, mais vous avez déjà une bonne partie du travail qui est fait. Donc, gain en productivité assez intéressant.
Je vous ai parlé tout à l'heure des librairies Robot Framework. Pour accéder aux modules, aux interfaces technologiques, utilisent des mots-clés. Utilisent des librairies, pardon. Alors, il y a tout un set de librairies. La première de base par défaut, c'est la librairie de built-in keywords. C'est les mots-clés de base fournis par l'outil, qui sont ceux qui vont permettre de tester une valeur, une chaîne de caractères, etc. Tous vraiment les mots-clés de base de n'importe quel langage qu'on peut retrouver. Après, on a des librairies plus spécifiques qui sont soit internes, soit externes. Les librairies internes sont des librairies qui sont fournies quand on installe Robot Framework. Il n'y a rien d'autre à installer. Il faut juste les nommer quand on écrit le corps de texte. Ça évite de rendre trop gros les tests qu'on utilise. Donc, par exemple, je vous ai listé sur le petit tableau que vous voyez là, les librairies internes. Si vous voulez manipuler du XML, si vous voulez manipuler des dates ou des temps, si vous voulez manipuler des chaînes de caractères, etc., vous avez des librairies internes. Les librairies externes sont des librairies qu'il faudra installer en plus de l'installation de Robot Framework, via l'installeur classique de Python, qui est pip, avec une commande pip install, et on installe la librairie. Et après, dans le corps du test, il faudra aussi appeler cette librairie qu'on a installée. Voilà. Et puis, donc, je vous en ai listé, mais alors là, il y en a pas une infinité, mais il y en a énormément. C'est toutes les librairies qui sont développées par la communauté open source. Donc, vous en avez vraiment plein. Vous avez besoin de quelque chose, vous faites un petit Stack Overflow sur votre besoin avec Robot Framework, vous verrez, vous tomberez sur une librairie Robot Framework qui existe. Très, très pratique. Voilà. Et puis après, si vous, en interne, vous ne trouvez pas malheureusement ce dont vous avez besoin, en particulier si vous avez des technologies très très propriétaires et qui ne sont pas connues du reste en dehors de votre société, vous pouvez très bien implémenter votre propre librairie. Cette librairie, vous pouvez l'écrire de différentes façons. Soit vous écrivez des keywords robots et des keywords de keywords robots, donc vous l'écrivez en langage Robot Framework. Soit pour X ou Y raison, vous voulez utiliser du Python ou du Java, vous pouvez écrire ces librairies en Python ou en Java et elles vont être importées par Robot Framework et vous accéderez aux méthodes des classes que vous avez décrites dans votre Python ou dans votre code Java. Tout ça, c'est possible. Alors, j'en ai un petit peu fini avec la syntaxe, les librairies. Là, je tenais à vous parler d'une feature qui est extrêmement intéressante dans Robot Framework. C'est les labels. Alors, pourquoi vous parlez des labels avec Robot Framework? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On peut mettre un label, un ou plusieurs labels, dans chaque test qu'on va écrire dans Robot Framework. Pourquoi c'est intéressant? Alors, Robot Framework organise ses suites de tests en arbre avec des branches et des feuilles qui sont les tests qu'on va exécuter au final. Et quand on lui demande d'exécuter une suite de tests, il va parcourir toutes les branches de l'arbre, tous les directories, les sous-directories pour exécuter tous les tests qu'il va trouver dedans. On peut très bien lui dire d'exécuter les tests à la racine ou choisir une des branches de notre arbre et il va exécuter seulement les tests de la branche. Bon, c'est une chose. Mais on peut imaginons qu'on a une suite de tests avec une centaine de tests. L'exécution prend 3 heures pour exécuter les 100 tests. Mais on aimerait intégrer des tests basiques qui nous certifient que quand un développeur va remonter un nouveau code, il n'y a rien cassé. Et ces tests, on voudrait les exécuter en 5 minutes. Alors, que faire? On peut très bien faire un copier-coller de 5 tests ou 6 tests qui existent dans notre arborescence, les mettre dans un autre directory et puis dire ça, c'est les tests qu'on va utiliser pour l'intégration. Mais là, il y a duplication de code. Donc, qui dit duplication dit potentiel problème dans le futur. Soit, ce qu'offre Robot Framework, c'est qu'on garde notre architecture telle qu'elle est, mais dans nos tests, on met un petit label, on met un tag, et on va lui dire, ce test-là, ce test-là, ce test-là, c'est des brush tests. Et pour l'intégration du code sur une remontée de code par un développeur, on va lui dire à Robot, exécute-moi que les tests qui ont le label brush test ou NRT, et il va exécuter seulement cela dans toute l'arborescence. Donc très très pratique. Très pratique aussi parce que ça permet d'identifier aussi des tests critiques dans notre suite de tests. Du coup, quand il va exécuter toute la suite de tests, si un des tests critiques est KO, l'exécution totale du final du test va être KO. Par contre, si tous les tests critiques sont bons et qu'il y a un test mineur non critique qui est fail, il va quand même considérer que la test suite est passée. On en arrive du coup au rapport de test. Alors là, je vous ai mis 2 captures de
d'écran de rapport de test fait par Robot Framework. Alors, vous voyez, c'est flashy. Hein. On peut pas se louper. Si un test est fail, il est en le fond du rapport est en rouge. S'il est passe, c'est du vert bien flashy aussi. Bon, au moins c'est clair. Alors, vous voyez, j'espère que vous arrivez à lire sur l'écran là. Moi, j'ai un petit écran, donc c'est moins lisible. Vous voyez que le rapport de test, il y a un peu toutes les informations. Il y a le temps d'exécution, le nombre de tests critiques passés, le nombre total de tests. Après, vous voyez un détail par tag. Vous avez vu les tags, je vous en ai juste parlé juste avant. Si on tag des tests, il va vous mettre dans le rapport, ben voilà, pour ce tag-là, j'ai eu tant de passes, tant de fails. Et puis, par sous-branche, dans l'arborescence, pour chaque branche, il va vous mettre une ligne dans le premier tableau avec les rapports, le détail du nombre de tests passés qui ont éventuellement fail. Et puis en bas, vous avez un tableau avec la liste de tous les tests, leur temps d'exécution complètement à droite, leur statut, c'est ce qui sont pass ou failed. Et si on décide de cliquer sur un des tests là, parce que la zone avec leur nom est cliquable, on tombe sur le log, les logs, donc le détail des tests. Donc si on a un test qui est failed, on va le voir, on peut cliquer dessus et on arrive sur les logs. Alors je vous ai mis ici un exemple de log. Là, vous avez une suite de tests avec plusieurs tests qui ont été exécutés. Donc le premier bandeau, c'est le nom de la test suite avec où elle se localise et puis son statut, elle est failed. Il y a eu 3 tests critiques qui ont été failed, donc elle est complètement failed. Et là, ensuite, vous avez le premier test case, le premier test avec son titre, quelques informations, s'il a des tags et son temps de démarrage, etc. Et puis toutes les étapes, tous les keywords que vous avez mis dans votre test, ils sont décrits. Donc vous voyez toutes les étapes une par une qui sont en verte tant que ça s'est bien passé, et dès qu'il y a eu un problème, ça va être en rouge. On peut expander pour chaque étape et voir le détail et arriver jusqu'à vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, dans ce test-là, qui est toujours notre test de UI, que j'ai pris comme exemple, on voit que, au lieu dans le dernier message en bas où c'est marqué fail, au lieu d'avoir la page welcome.html, on a une étape, une fail avec un error.html. Donc, il y a eu un problème sur le login qui ne s'est pas bien passé. Alors que nous, on s'attendait à avoir un welcome. Donc, c'est très visuel, c'est extrêmement rapide d'arriver où le test s'est planté et à comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'était la présentation robot. Alors, ce que je voulais, au niveau du temps, je pense qu'on est encore bon. Ce que je voulais vous présenter rapidement, quelques slides sur qu'est-ce que nous avons, nous, à Modéus, qu'est-ce qu'on a mis en place dans certaines équipes. Je ne dis pas que tout à Modéus est passé à Robot, ce n'est pas vrai du tout. On a un tel historique de tests écrits sur des frameworks différents, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis, nul n'est prophète en son pays, donc c'est difficile de convaincre tout le monde. Mais dans certaines équipes, on est parti sur cette solution-là. Et en particulier, je vous ai parlé qu'on a des librairies métiers, on a des interfaces métiers avec des protocoles aériens qui sont très spécifiques. Donc, pour ça, on avait un vieil outil, on a un outil qui est maintenu, mais qui est lourd, compliqué. On a décidé de reprendre ce protocole et d'écrire une librairie Python qui nous permette d'écrire et d'envoyer, de recevoir des messages en Python. Donc ça, c'est une première étape qu'on a transformé aussi en langage, en keyword robot pour pouvoir l'utiliser dans des tests robot framework. Je vous ai cité un autre exemple, il n'y a pas que, mais on utilise CyberArk, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui nous permet extérieur, qui nous permet de stocker nos mots de passe de nos utilisateurs de tests pour éviter que ce soit répandu, ce soit écrit dans des pages de documentation. Donc on a développé un petit outil aussi qui nous permet de s'interfacer avec cet outil-là extérieur, qui nous masque les mots de passe dans les logs robots pour pas afficher les mots de passe en clair dans les logs robots. Donc ça, cet outil, il a été remonté dans la communauté open source, donc c'est disponible en open source. Tout ça, ça nous a permis d'écrire des suites de tests assez intéressantes qu'on a intégrées dans nos chaînes de CI/CD, donc Continuous Intégration, Continuous Delivery, via un Docker et Jenkins qui les exécute. On a aussi poussé nos résultats de nos régressions pour les non-régressions dans des serveurs Elasticsearch et on a construit des dashboards, des graphiques avec Kibana qui nous permet de voir l'évolution, la trend un peu de nos tests et de nos régressions. Éventuellement, génération d'alerte, si un problème se passe, si la régression a un taux de succès qui est vraiment trop bas, on peut réveiller les gens en disant « Oh, allez voir ce qui se passe dans vos suites de tests ».
je voulais aussi vous souligner, du coup, qu'est-ce qu'on a gagné à faire tout ça? Parce que bon, tout ça c'est bien beau, mais je me suis peut-être un petit peu éloigné de validation dans l'agilité. Qu'est-ce qui fait que dans le domaine de l'agilité, on a gagné dans tout ça? Eh bien, une des grosses plus-values que moi j'ai trouvées, c'est qu'on a gagné en agilité, on a gagné en collaboration dans nos équipes. On avait une équipe agile avec des développeurs, des ingénieurs qualité et puis d'autres intervenants, des architectes et tout ça. Avant, les tests, c'était c'est les ingénieurs qualité qui s'en occupent, on ne veut pas regarder, les développeurs ne voulaient pas regarder, donc segmentation. Là, on a réussi à travailler en fonction de les ingénieurs qualité qui n'ont pas forcément tous des backgrounds de développeurs, ils peuvent écrire quand même les tests comme je vous l'ai montré, parce que c'est du langage lisible, avec des mots-clés. Ceux de plus haut niveau. Et puis quand vraiment on arrive, parce qu'à un moment il y a un minimum de complexité, et quand on arrive vraiment au traitement complexe, les keywords de bas niveau, on les a donnés à faire dans les équipes aux gens qui avaient un profil développeur. Du coup, tout le monde a été impliqué dans les tests, beaucoup plus, et on est arrivé à faire une très bonne collaboration dans les équipes. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est assez intéressante. Et puis, je reviens encore une fois dessus, j'en ai parlé 10 fois, mais je reviens pour finir. Là maintenant, c'est les facilités, parce qu'on utilise Robot Framework, on ne maintient pas le framework. Le framework, c'est Robot Framework. S'il y a besoin d'évolution, c'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est la communauté open source qui s'en charge. Après, on peut participer. Mais voilà, le framework est là et on ne s'en occupe pas. Et les tests, ils sont lisibles. On investit beaucoup plus rapidement. Donc, c'est très intéressant. On travaille aussi sur la documentation des tests automatisés avec des outils de Robot Framework qui permettent de parser tous les tests et de générer des docs automatiquement. Quand le simple fait de regarder le code comme ça ne suffit pas, ça permet de faire des rapports de tests. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Alors, avant de finir cette présentation, je tenais à vous faire un petit test à tous les auditeurs, tous les gens qui suivent cette présentation. Voilà, je voulais vous présenter un test. Vous avez 10 secondes. Je vous laisse 10 secondes pour me dire ce que fait ce test. Alors, je vous donne un indice, un test pour de la UI, un test d'interface graphique. Est-ce que vous seriez capable de me dire ce que fait ce test? Voilà, je laisse. Bon, les 10 secondes passent. On peut mettre vos réponses dans les questions-réponses si vous Voilà, voulez. vous pouvez mettre des réponses dans la question-réponse si vous voulez. Hein, c'est très voilà. Alors, je ne vous mens pas, c'est un point d'entrée d'un test qu'on utilise. J'espère que je n'aurai pas de problème avec Amadeus parce que c'est vraiment du code que j'ai pris chez Amadeus, d'un test de code que j'ai pris chez Amadeus, avec le petit protractor qui est l'outil qui est utilisé fréquemment dans les tests de UI. Voilà, quand quelqu'un veut savoir, tiens, qu'est-ce qui fait le test numéro tant, il arrive sur ça. Maintenant, je vous laisse 3 secondes pour me dire ce que fait ce test Robot Framework. Alors, je ne sais pas si avec les fenêtres, vous pouvez voir facilement. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile. Alors, à droite, donc, vous avez un test écrit en Robot Framework. Je vous promets, je ne vous mens pas, je ne triche pas, c'est un test que j'ai réécrit moi-même. J'ai repris le test de gauche. Et tout ce qui est écrit à gauche, c'est repris dans le test Robot Framework de droite. Et ça marche, et ça s'exécute et ça marche. Alors, il y a simplement une chose, c'est que évidemment, derrière les mots-clés que vous voyez écrits en Robot Framework, derrière, il y a évidemment de la complexité et des mots-clés de mots-clés qui sont écrits, bien sûr. Mais par contre, quelqu'un qui va vouloir savoir ce que fait le test Create Campaign, il va tout de suite voir, il va accéder à ça, il va comprendre immédiatement. Et n'importe qui dans l'équipe va pouvoir comprendre ce que fait le test et intervenir s'il y a un problème. Autre gros avantage, je continue, je finirai pas là-dessus. Si un jour vous apercevez que la UI que vous testez, elle est trop instable, finalement vous dire bon écoutez, finalement la UI pour l'instant ça pose trop de problèmes de tester la UI, je vais simplement tester directement le back-end avec son API REST. Donc est-ce que je vais réécrire toutes mes suites de tests qui étaient écrites en Protractor? Bonjour l'effort. Et là, si vous reprenez votre test Robot Framework, vous avez déjà le descriptif de votre test qui est écrit en langage lisible. Rien ne vous empêche derrière simplement de réécrire les mots-clés qui, au lieu d'aller cliquer sur le locator de la UI pour se loguer, il va envoyer une requête REST à votre backend directement. Vous gardez le même corps de test. Toute la structure qui décrit tous vos tests restera la même. Si vous avez fait l'effort de bien écrire les tests, évidemment, de façon générique au début. Voilà.
Au niveau du temps, je crois que je suis... Normalement, il reste 3 minutes pour les questions. Ah oui, Donc, donc je voilà. propose. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation. Je pense que ça nous a permis d'avoir une bonne vision de Robot Framework. Et je te laisse répondre aux questions directement. Alors, je reprends depuis le début. Dans une organisation multi-équipe sur une même application qui crée et maintient ses mots-clés pour qu'ils puissent être utilisés par les QA. Ah, attendez, j'ai peut-être raté le début de la question là. J'ai mon curseur. Alors, j'ai un problème. Hop, je perds ma souris en fait. Est-ce que tu peux peut-être me... Alors, dans une organisation multi-équipe sur une même application, qui crée et maintient ces mots-clés pour qu'ils puissent être utilisables par les QA et différentes équipes. C'est ce que j'ai essayé de... Alors, dans une multi-équipe, nous, ce qu'on a fait dans certains cas, c'est qu'on a un repository Git qui maintient une librairie et puis qui la remonte dans ce repository Git et qui est utilisable par d'autres personnes en interne. Comme je vous l'ai dit, dans les équipes agiles, en général, on travaille en collaboration dans ceux qui sont partis sur ces mots-clés. Le haut niveau, c'est plutôt fait par les QA et quand ça devient trop technique, c'est plus spécifique techniquement, c'est les devs qui interviennent pour les écrire et les maintenir. Voilà. Je ne sais pas si je... As-tu un bon avocat? C'est Christophe, qu'est-ce que tu veux? Bon, on verra. Alors attendez, je suis perdu dans le flot des questions. Les supprime au fur et à mesure. Donc, tu peux me les... J'ai un problème avec la souris, en fait, j'arrive pas à faire défiler les questions. Excuse-moi. Je te les lis alors. Oui, vas-y. Ouais, comment alimentez-vous Kibana avec les logs robots? Alors en fait, on envoie bêtement le XML qui génère, et puis après derrière, avec les outputs des résultats, et après derrière, on construit les bonnes requêtes Elasticsearch qui vont nous permettre de construire ces graphes derrière. Et qui vous mettre d'extraire les passes, les fails, éventuellement. Pour l'instant, on s'est limité aux pass fails, mais après, on a des projets peut-être de regarder le temps d'exécution, voir un petit peu, etc., tout ça. Voilà. Après, il y a Patrice Robert qui nous dit ça me paraît évident. Je pense que c'est par rapport à, mais qui après dit franchement je vois pas. Alors je sais pas. Par rapport au mon test protractor. Et Jérôme qui nous dit un test de login. Oui. Voilà. Alors après, donc Eric qui nous dit création d'un champ dans l'interface. Ouais, c'est un test login. Oui, c'est un login plus création d'un test, comme je disais, plus création d'un champ dans l'interface. Ouais. Quelle formation a été... Sanae qui nous dit bonsoir, tout d'abord bravo et merci pour l'intervention, donc ça c'est pour toi. Merci. Pourrais-je avoir une copie des slides pour enrichir ma documentation? C'est très intéressant, merci d'avance. Alors pour information, toutes les présentations sont enregistrées dans YouTube, donc vous pouvez les retrouver sur YouTube, elles seront en permanence dans YouTube, mais alors après on verra avec toi Sébastien si on peut partager ce genre d'informations. Peut-être pas la dernière page si tu as le problème avec tes avocats pour... j'ai déjà deux, on verra. Après... Alors après vous avez vu que beaucoup des slides viennent directement beaucoup des graphiques que j'ai utilisés, enfin au moins au niveau des exemples, je les ai pris directement de Robot Framework parce que j'ai essayé de les faire moi-même et finalement ils l'ont fait très bien eux-mêmes, donc c'est pas la peine de réinventer la poudre quand c'est bien fait, il faut le dire et puis il faut l'utiliser. Voilà, après André-Yves qui dit quelle formation était dispensée aux testeurs non techniques pour les faire passer à l'écriture des tests via Robot Framework? Alors moi. Non, je ne suis pas le seul, mais pour l'instant, c'est des formations en interne. Je ne sais pas si est organisé. Je pense, j'ai pas vu pour l'instant de formation. Après, il y a peut-être des formations privées payantes sur Robot Framework, mais en interne, on est quelques-uns dans Amadeus. Alors, je dis quelques-uns parce que j'en découvre des fois en interne. C'est assez grand, il y a tellement de différents services que des fois, on s'aperçoit que tiens, lui aussi, il avait fait une formation. Voilà. Mais bon, ça passe relativement bien et c'est relativement facile à... Moi, j'ai fait une petite formation d'une journée, de 2 demi-journées avec des petits labs pour des petits exercices à faire incrémentaux là, qui permettent au fur et à mesure de construire une suite de tests un peu plus compliqués. Ça part d'un Hello World jusqu'à des choses des tests un petit peu de base de UI. Voilà, ça se fait très bien, quoi. D'ailleurs, Frédéric Thériault nous confirme qu'ils ont une formation en interne aussi chez eux, donc c'est
C'est quelque chose qui est là. Voilà. Il faut des équipes de Laurent qui demande s'il faut des équipes de maintenance des libs. Je pense qu'il pense au lib TTS par exemple. Oui, alors TTS, ça c'est pour les noms Amadeus, c'est notre fameux outil de la mort qui nous permet de faire des tests aériens sur le protocole aérien spécifique. Alors oui et non. Si on travaille en mode collaboratif, on peut très bien le faire, le faire chacun sur les besoins, quoi. Si on travaille à la mode open source, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe qui travaille sur ça. De toute façon, une fois que c'est écrit, la maintenance qu'il va y avoir sur ces librairies, elle va être minime, sauf bug trouvé, mais sinon ça va être minime, sauf évolution du langage de Python. Si nouvelle version de Python, ce genre de choses, mais c'est tout. Il n'y a pas un gros effort. Justement, quand on se concentre sur l'aspect techno de la chose, on se libère de tous les autres aspects qui sont est-ce que je génère bien les logs comme il faut, est-ce que je suis bien dans l'interface graphique qui va bien, etc. etc. Donc, du coup, ça facilite les choses.